Je rappelle que je donnerai d'abord la parole au ministre pour 10 minutes, puis à notre rapporteur Pierre Dharréville pour 10 minutes également. Viendront ensuite les orateurs des groupes politiques pour 5 minutes chacun, le rapporteur spécial de la Commission des finances, Dominique Da Silva, pour 2 minutes, les autres questions pour 1 minute chacune. Et je serai draconienne. Je vous remercie par avance de bien vouloir veiller au respect de ces temps de parole, car nous devons ensuite laisser le ministre répondre et, après son départ, examiner les 34 amendements dont la Commission a été saisie. Monsieur le ministre, je vous donne immédiatement la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur spécial. Quelques mots pour présenter ce budget relatif à la mission travail. D'abord pour dire en introduction que ce budget porte en réalité, et c'est très naturel, les crédits qui permettent la mise en œuvre des 8 priorités de la feuille de route que j'ai eu l'occasion de présenter devant vous le 13 septembre. C'est la volonté donc de poursuivre un objectif de plein emploi. Cela explique que le budget que je défends devant vous s'élève à 20,9 milliards d'euros en autorisation d'engagement et 20,9 milliards d'euros en crédit de paiement. Je précise d'emblée que la marge extrêmement importante entre 2022 et 2023, à hauteur de 6,2 milliards d'euros de crédit de paiement, s'explique très largement par des questions de périmètre, puisque un certain nombre de dispositions qui étaient financées par le plan de relance, je pense aux primes à l'apprentissage, je pense à une partie de l'activité partielle, font l'objet désormais d'un financement en droit commun. Et lorsque l'on regarde des choses qui sont comparables, nous sommes sur une augmentation d'environ 1 milliard d'euros en autorisation d'engagement et 1,1 milliard en crédit de paiement. Ce milliard correspond grossièrement à la dynamique de compensation des exonérations de cotisations pour un peu plus de 600 millions d'euros, et c'est lié aussi au nombre de créations d'emplois de l'année 2022 et de ce que nous espérons en 2023. Cela correspond aussi à l'inscription de 350 millions d'euros au titre à la fois du Fonds national pour l'emploi, le FNE, pour la partie formation, j'y reviendrai, mais aussi le financement à hauteur de 50 millions d'euros des dispositifs de transition collective et avec quelques autres dispositifs plus accessoires en montant. Cela explique ce milliard de différence à périmètre constant. Ce budget illustre aussi, je crois, un des résultats de la politique d'emploi menée depuis un an et de la politique de l'emploi menée depuis plusieurs années. Je dis un an car depuis un an, nous avons mis en place un plan de réduction des tensions de recrutement qui a permis d'accompagner vers l'emploi ou de raccompagner à la fois 380 000 demandeurs d'emploi au niveau national, mais parmi eux, 280 000 demandeurs d'emploi de longue durée et 146 000 demandeurs d'emploi de très longue durée. Et cette diminution de 146 000 du nombre de demandeurs d'emploi de très longue durée explique le principal mouvement à la baisse de ce budget qui porte sur les crédits de l'allocation spécifique de solidarité en baisse de 492 millions d'euros, mais cela correspond en réalité à la diminution du nombre de bénéficiaires par retour à l'emploi de demandeurs d'emploi de très longue durée. Il y a un certain nombre de priorités qui sont donc financées avec ce budget. D'abord, le maintien d'une priorité très forte en matière de soutien à l'alternance et à l'apprentissage, avec le maintien de primes importantes en matière d'embauche d'apprentis. Nous travaillons avec Carole Grandjean, ma ministre déléguée, pour faire en sorte que le montant des aides à l'embauche en 2023 permette de garantir la dynamique tout en revenant progressivement à des niveaux de dépenses plus soutenables. Il s'agit aussi de soutenir France Compétences, dont la santé financière a pu être dégradée par l'augmentation très importante du nombre de contrats portés. Je disais, nous avons la volonté aussi de continuer à agir en matière de soutien à la formation, et la principale nouveauté, si je puis dire, de ce texte budgétaire que je vous présente consiste en l'inscription en droit commun de 350 millions d'euros au titre du FNE formation et des dispositifs de transition collective, sachant qu'ils étaient jusqu'à présent financés dans le cadre du plan de relance. Nous avons voulu enfin, c'est la troisième priorité que je veux souligner, concentrer nos efforts sur celles et ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi. Cela passe par quelques dizaines de millions d'euros inscrits à titre expérimental pour accompagner la structuration de France Travail, pour accompagner aussi l'amélioration de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA dans un certain nombre de territoires d'expérimentation que nous allons prochainement désigner. Cela passe surtout par le maintien de trois outils à des niveaux très importants. D'abord le PIC, le programme d'investissement dans les compétences, qui est maintenu à un niveau de 2,5 milliards d'euros. 1,6 milliard d'euros pour financer le volet régional, conformément aux engagements que nous avions pris. 800 millions d'euros au niveau national pour financer des actions de formation qui ont une portée nationale, comme je l'indiquais à l'instant, et 100 millions d'euros en matière de PIC spécifique à l'insertion par l'activité économique.
Je tiens à préciser que pour ce qui concerne l'insertion par l'activité économique, et ça fait le lien avec le deuxième point que je voulais aborder, c'est une augmentation de 25% du PIC IAE qui permet donc de garantir un meilleur accès à la formation de celles et ceux qui sont salariés d'entreprises d'insertion, de structures d'insertion par l'activité économique, considérant qu'au-delà de l'activité, la formation est évidemment essentielle. Pour ce qui concerne l'insertion par l'activité économique, nous vous présentons un budget en hausse pour tenir le cap du plan ambition pour l'inclusion qui avait été annoncé par le président de la République en 2019. Ainsi, les crédits que nous vous proposons d'adopter permettent de financer une augmentation de 7 000 ETP supplémentaires en structure d'insertion, pour passer de 88 000 ETP réalisés en 2022 à 95 000 l'année prochaine. Et je précise que cette augmentation du nombre d'ETP et les budgets qui sont en augmentation pour l'accompagner incluent aussi la prise en compte de l'augmentation du SMIC, de façon à ce que cette revalorisation du SMIC ne pèse évidemment pas sur la trésorerie, les finances des structures d'insertion par l'activité économique. Notre objectif est le suivant. Nous souhaitons atteindre en 2025 122 000 ETP en insertion, ce qui correspondra à 240 000 personnes bénéficiaires à l'échelle d'une année, puisque les contrats d'insertion étant des contrats à temps partiel, il y a cette clé qui fait que pour 122 000 ETP, nous atteindrons 240 000 personnes. Je tiens à préciser qu'en matière d'insertion par l'activité économique, nous avons aussi fait le choix, dans une première version de ce budget, je dis première version car ça renvoie à des questions de pilotage tout au long de l'année, de vouloir pousser les places disponibles à la fois dans les entreprises d'insertion et dans les entreprises de travail temporaire d'insertion. Cela relève d'une volonté d'améliorer, à nos yeux en tout cas, le mix avec les différentes structures, les différentes places, mais tout ça doit être affiné au cours de l'année, grâce à un pilotage que nous souhaitons plus précis des crédits que nous vous proposons. Pardonnez-moi. Le troisième objectif qui est maintenu et qui est fort à nos yeux concerne l'accès des jeunes à l'emploi. Et donc, nous vous proposons de renouveler en 2023 les crédits qui permettent d'atteindre la signature de 300 000 contrats d'engagement jeunes. 200 000 portés par les missions locales, 100 000 portés par Pôle emploi. Pour l'année 2022, nous avons largement franchi le cap des 200 000. Nous pensons que nous terminerons l'année autour de 280 000 contrats signés, ce qui est pour une première année débutée au 1er mars un bon résultat. Cela se traduit à la fois par l'inscription de presque 1,8 milliard d'euros de crédits pour financer la totalité du contrat engagement jeune, à la fois l'accompagnement mais aussi les allocations versées aux bénéficiaires. Et ça se traduit de manière plus indirecte par l'inscription de crédits à hauteur de 630 millions d'euros, un peu plus, au bénéfice des missions locales dans le cadre du soutien accru par définition que l'État apporte à ces structures. Enfin, en matière d'accompagnement des publics les plus éloignés de l'emploi, je veux dire un mot des crédits que nous souhaitons consacrer en 2023 aux entreprises adaptées pour les personnes en situation de handicap, puisque ces crédits vont passer de 465 à 495 millions d'euros pour nous permettre là aussi de tenir les trajectoires à la fois de prise en compte de la revalorisation du SMIC et d'augmentation du nombre de places. J'ai indiqué tout à l'heure que ce budget permettait de tenir compte et de financer la dynamique de la compensation des exonérations de cotisations portées par cette mission. Je voudrais simplement terminer par 3 points. Le premier pour dire qu'à travers ce budget, nous avons aussi prévu de financer un nombre significatif d'emplois aidés, des emplois francs, dans un montant et un volume, un volume seulement, mais pour un montant identique un peu inférieur à celui de 2022, considérant que nous avions en 2021, en 2022, porté à un niveau très élevé le nombre d'emplois francs pour faire face aux conséquences de la crise et que nous sortons de cette dynamique du plan de relance. Nous faisons le choix de vous proposer le financement d'un peu plus de 31 500 contrats d'insertion économique, donc des contrats aidés dans le secteur privé. C'est moins qu'en 2022, mais dans une période où nous rencontrons des tensions de recrutement, il nous paraît logique d'avoir moins de contrats aidés dans le secteur économique privé. Par contre, nous vous proposons d'inscrire le financement de 80 000 PEC, les contrats aidés du secteur public. C'était 67 000 en 2022. Nous avions complété ces 67 000 par 10 000 postes supplémentaires au cours de l'été 2022 pour arriver à 77 000. Et nous proposons ainsi de débuter l'année 2023 avec 80 000 PEC inscrits dans le PLF 2023. Avant-dernier point que je souhaite évoquer devant vous très rapidement pour dire que les crédits du ministère sont portés par quelques programmes, que les programmes que j'ai évoqués sont des programmes extrêmement conséquents, mais qu'il y a un programme, le programme 111, qui concerne les questions de qualité de vie au travail, qui mérite aussi de l'attention, même si les sommes sont moins importantes. Nous augmentons ces crédits de 28%, cela représente quelques dizaines de millions d'euros, et c'est la mise en œuvre scrupuleuse
des dispositions votées par le Parlement à l'occasion de l'adoption de la loi sur la santé au travail d'août 2021 pour accompagner les services de prévention et de santé au travail. Dernier mot sur les moyens dont dispose le ministère et son principal opérateur Pôle emploi. D'abord pour dire que la subvention versée par l'État à Pôle emploi va augmenter de 133 millions d'euros, que la contribution de l'UNEDIC au financement de Pôle emploi va aussi augmenter d'environ 400 millions d'euros du fait de la dynamique de la masse salariale. Et si nous comparons sur une période de 5 ans, Pôle emploi dispose de moyens en augmentation d'environ 3 millions d'euros entre... pardonnez-moi. Pardonnez-moi, je fais une confusion. Pôle emploi, en tout cas, dispose de moyens nettement plus conséquents entre 2017 et 2022. Je reviendrai sur le chiffre dans un instant. Et dispose d'environ 3 000 équivalents temps plein supplémentaires par rapport à 2017 pour accompagner les différentes politiques mises en œuvre. Pour ce qui concerne le ministère lui-même, le ministère du Travail, à périmètre constant, a connu un schéma d'emploi à la baisse pendant 10 ans, avec 180 suppressions d'emplois par an. Nous vous proposons d'inverser la tendance avec la création de 60 emplois nets en 2023, indépendamment des mesures temporaires que nous avions mises en place pour accompagner la nouvelle organisation territoriale de l'État et la mise en place de l'activité partielle. Et ces 60 emplois nous permettront à la fois de mieux préparer les Jeux Olympiques en matière de droit du travail, mais aussi d'accompagner le développement de la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que l'internalisation d'un certain nombre d'activités qui, jusqu'à présent, étaient confiées à des cabinets de conseil et que nous souhaitons pouvoir exercer en propre. C'est l'objectif de ces créations d'emplois. Voilà, Madame la Présidente, et si vous me permettez, je reviendrai tout à l'heure sur les moyens de Pôle emploi, puisque je me suis moi-même perdu dans les chiffres que je voulais donner à la Commission des affaires sociales. Merci de cet exercice de 10 minutes. Et puis, vous avez le droit, cher ministre, de vous désaltérer maintenant. Monsieur Dharréville, à vous. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur spécial, chers et chers collègues. Nous ne savons pas si le Parlement sera autorisé très longtemps par le gouvernement à discuter les contenus du projet de loi de finances qui intervient dans un contexte d'inflation persistante et de défis considérables pour le travail et l'emploi. Qu'à cela ne tienne, profitons du moment présent. Je voudrais commencer par quelques remarques générales sur la mission Travail et Emploi dont la hausse doit être relativisée. D'une part, elle était très attendue pour assurer le financement de tous les objectifs, d'autant plus dans ce contexte d'inflation. Et vous venez d'indiquer, Monsieur le Ministre, qu'elle était aussi le fait de la dynamique des exonérations de cotisations, ce qui, de mon point de vue, donne à réfléchir. Et d'autre part, elle est largement le fait de la disparition du programme Cohésion de la mission Plan de relance. Les crédits du programme 102, accès et retour à l'emploi, sont toutefois en diminution, à contrario de la dynamique observée l'an passé. Le gouvernement explique que cette diminution est due à l'amélioration de la situation. Permettez-moi de trouver cette hypothèse très hasardeuse, a fortiori au regard de la réforme de l'assurance chômage en cours d'adoption qui aura pour effet des fins de droit plus précoces. À rebours de la tendance constatée sur l'ensemble du précédent quinquennat, le montant des crédits versés à Pôle emploi au titre de la subvention pour charges de service public augmente. Rappelons toutefois que ce n'est qu'un léger rattrapage au regard du reflux de la part de l'État dans le financement de Pôle emploi. Et le gouvernement entend diminuer le plafond d'emploi de l'opérateur, ce qui m'amène à une première question. Comment justifier une nouvelle baisse qui aura nécessairement des effets préjudiciables sur les conditions de travail des salariés de Pôle emploi, alors que vous annoncez dans le même temps une reconfiguration du service public de l'emploi qui appelle un renforcement ? La hausse des crédits du programme 103 est très largement portée par le rapatriement des crédits dédiés à l'activité partielle qui figurait auparavant dans la mission Plan de relance. Ce programme finance également la validation des acquis de l'expérience. Or, je m'étonne, Monsieur le Ministre, que la dotation d'1 million d'euros prévue soit constante alors que vous venez d'engager au débeauté une réforme visant à donner de l'ampleur à la VAE. Comment comptez-vous assurer son financement en 2023 ? Concernant les crédits du programme 111, amélioration de la qualité de l'emploi et des relations de travail, je souhaiterais que Monsieur le Ministre puisse apporter également quelques précisions sur l'utilisation concrète qui a été faite des crédits de l'action renforcement de la prévention en santé au travail en 2022. Enfin, dans le programme 155, conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail, les crédits dédiés à la communication bondissent de 3,4 millions à près de 10 millions d'euros, soit quasiment plus de 200%. Pourquoi ? Ne pensez-vous pas, Monsieur le Ministre, que d'autres actions de ce programme auraient mérité une telle augmentation ? Je pense par exemple aux crédits destinés à la DARES, dont les travaux dans un monde du travail en mutation profonde sont précieux. Pouvez-vous au passage nous indiquer si votre ministère envisage d'avoir recours à des cabinets de conseil, pour quelle mission et pour quel montant ?
Je veux à présent braquer le projecteur sur un premier thème, celui du service public de l'emploi dans un contexte de réforme annoncée. France Travail est un objet encore très flou. Si un préfigurateur a été nommé pour préparer sa mise en place dès 2024, les différents acteurs auditionnés ne disposent d'éléments précis sur son périmètre et sur son contenu. Il souligne les efforts déjà entrepris dans le rapprochement des différents acteurs du service public de l'emploi, dont France Travail semble être le prolongement. Mais quel est le diagnostic? Et que peut-on dire de l'ensemble des objectifs poursuivis, sans parler de la forme juridique que prendra France Travail? Les enjeux sont multiples. Par exemple, quid des jeunes les plus éloignés qui ont besoin de remobilisation et affrontent des problématiques dites périphériques? Rien n'est aujourd'hui fléché pour financer des solutions et les missions locales ont trop peu de leviers à leurs mains. Autre sujet, il faudrait évaluer les effets des financements publics de l'insertion entre un éparpillement des fonds d'un côté et le financement de majors de l'insertion de l'autre. Cette réforme interroge d'autant plus que la préfiguration se déroule selon le même calendrier que la remasterisation de l'assurance chômage par laquelle l'État la dénature et accroît sa mainmise sur la gouvernance. Elle comprend un volet système d'information, et pourquoi pas, mais qui pourrait faire rêver les tenants d'une logique adéquationniste et court-termiste. Ma question, Monsieur le Ministre, comment garantirez-vous aux privés d'emploi le respect de leur parcours et de leur choix professionnels dans le nouveau service public de l'emploi que vous essayez de dessiner? Il est d'ailleurs révélateur que la seule mention de France Travail dans le PLF soit liée à une expérimentation de 20 millions d'euros destinée à mettre en œuvre dans une dizaine de bassins de vie l'accompagnement, mais aussi le contrôle accru des allocataires du RSA qui devront s'engager à 15 à 20 heures de suivi sans qu'on en sache beaucoup plus à ce stade. On peut se demander quelle articulation avec le dispositif Territoire zéro chômeur et avec les ateliers et chantiers d'insertion, par exemple, qui voient leur plafond ETP baisser de 6% alors qu'il leur avait été annoncé une augmentation. Et d'ailleurs, au passage, Monsieur le Ministre, vous avez annoncé des chiffres sur l'IAE qui ne me semblent pas vraiment lisibles dans le budget tel que je l'ai lu. Ateliers et chantiers d'insertion, j'y reviens, qui accueillent 52% de bénéficiaires du RSA. Je m'interroge, Monsieur le Ministre, sur le champ exact de cette expérimentation, puis de sa prompte généralisation. Concernera-t-elle tous les allocataires du RSA, y compris ceux durablement éloignés de l'emploi? Et si oui, quelle forme prendra cette nouvelle obligation? J'en viens maintenant au second thème, la situation de l'inspection du travail. Éprouvée par une quinzaine d'années de transformation, elle traverse une crise profonde. Cette crise est d'abord une crise de sens. En plusieurs occasions, le ministère a été critiqué pour son défaut de soutien à ses agents ces dernières années. Il a également accentué la casse du Code du travail qui fonde leur intervention d'autre part. C'est à se demander si l'affaiblissement de l'inspection du travail n'allait pas de pair avec ces réformes, alors que le travail lui-même est en crise, tant il est trop souvent maltraité et gâché. Nous avons besoin d'une inspection du travail forte pour faire respecter le travail et celles et ceux qui travaillent. Évoquons l'organisation territoriale de l'inspection d'abord. Premièrement, les unités de contrôle créées par le plan Ministère Fort n'ont pas réellement trouvé leur place, pas plus que leurs responsables, les RUC, que l'administration a peiné à recruter et à former. De son côté, le plan de transformation des contrôleurs en inspecteurs du travail pose question. Quelles sont les perspectives offertes aux contrôleurs jusqu'à l'extinction de leur corps d'appartenance? Deuxièmement, le redécoupage des sections de contrôle a engendré un sentiment d'isolement chez les agents. Et troisièmement, l'inspection du travail fait les frais de la réforme relative à l'organisation territoriale de l'État et de la mutualisation des moyens entre les directions interministérielles qu'elle entraîne, matériel insuffisant, les équipements de protection individuelle par exemple, ou mal entretenus, les véhicules de service, ressources documentaires indisponibles, etc. Or, les crédits de fonctionnement des services déconcentrés de l'État n'augmentent que de 2% dans le PLF pour 2023. Et ces crédits, je le sais, relèvent d'une mission portée par le ministère de l'Intérieur. Mais si l'effort n'est pas accentué, il y a peu de chances que ces difficultés concrètes pour l'accomplissement des missions de l'inspection du travail se résorbent. Monsieur le ministre, je souhaite savoir si le gouvernement réfléchit à de nouvelles évolutions sur l'organisation de l'inspection du travail. Je souhaite aussi que vous puissiez nous renseigner sur le contenu du rapport de l'IGAS traitant de la question des RUC qui n'a pas été rendu public à ce jour pour une raison que j'ignore. En ce qui concerne les priorités hiérarchiques de l'action de l'inspection du travail, ensuite, il apparaît nécessaire que leur nombre soit limité et que les personnels soient davantage associés à leur définition. J'ajoute que la politique du chiffre qui affecte toute la fonction publique constitue un poids contre-productif. Elle devrait être allégée selon la Direction générale du travail. Enfin, l'inspection du travail souffre d'un manque de moyens humains très préoccupant. Entre fin 2017 et mars 2022, le nombre d'agents chargés du contrôle des entreprises a diminué de 250 TP. Les services de renseignement se vident de leurs effectifs et les assistants de contrôle auraient perdu le tiers des leurs en 10 ans. Sur le terrain, ce manque de moyens se traduit par un fort taux de postes vacants au sein des sections de contrôle qui atteindrait 15% dans le pays en moyenne.
Cette situation empêche l'inspection du travail de remplir ses missions en certains endroits du territoire et crée des ruptures d'égalité, ce à quoi la suppression de sections non pourvues ne change rien. Il faut impérativement intensifier les recrutements d'inspecteurs, d'assistants de contrôle, d'agents chargés du renseignement. L'augmentation du volume des postes offerts au recrutement d'inspecteurs par voie de concours ne résoudra rien si le ministère du Travail ne parvient pas à rendre la profession plus attractive. Pour cela, au moins 2 grandes actions doivent être engagées. D'abord, une augmentation des rémunérations des personnels. Je crois savoir qu'une enveloppe de 2,5 millions d'euros est prévue à cet effet. Je souhaiterais, Monsieur le Ministre, que vous puissiez le confirmer à la Commission et indiquer le montant moyen des hausses de traitement à venir et leurs modalités de distribution. Ensuite, une meilleure promotion des métiers dans le prolongement des initiatives déjà lancées. Pour ce qui est de la deuxième grande action qui pourrait être engagée. Et enfin, une troisième qui pourrait être de stopper la dérégulation permanente du travail et d'afficher une volonté du droit du travail et d'afficher une volonté politique forte en faveur du respect de celles et ceux qui travaillent et de leur travail. Pour conclure, je souhaiterais que, Monsieur le Ministre, vous puissiez nous indiquer à la Commission le montant des crédits affectés à l'inspection du travail en 2023 et leur évolution. L'inspection du travail a besoin de retrouver de l'indépendance et de la force. Merci, Monsieur Dharréville. Nous allons venir maintenant aux orateurs de groupes politiques. Je vous rappelle pour 5 minutes chacun. Donc, pour le groupe Renaissance, Monsieur Didier Legac. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, bien, la mission emploi et formation du PLF revêt cette année une importance stratégique majeure puisque, vous le savez tous, elle s'inscrit dans l'objectif du gouvernement de viser au plein emploi. À cette occasion, c'est le moment de rappeler qu'au moment où nous examinons les crédits de cette mission, les chiffres du chômage qui, depuis longtemps, n'ont jamais été aussi bas, jamais le plein emploi n'a paru aussi atteignable qu'aujourd'hui. Les chiffres n'ont jamais été aussi bas que depuis au moins 15 ans. Je tenais vraiment à le rappeler, à nous en réjouir, notamment pour tous ceux qui, comme moi, ont vécu depuis des décennies avec un chômage de masse. C'est donc dans cette logique d'atteinte du plein emploi que cette mission poursuit son effort financier, c'est indéniable, en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle, avec une hausse de son budget de 4,5 milliards d'euros en autorisation d'engagement et 6,2 en crédit de paiement, soit un montant total de 20,3 milliards en autorisation d'engagement et 20,9 milliards d'euros en crédit de paiement, des montants jamais atteints. Comme l'écrit notre rapporteur, le projet de loi de finances pour 2023 consacre donc une hausse réelle de moyens à cette mission. Hors plan de relance, les hausses de crédit pour cette mission concernent également les aides en faveur du développement de l'alternance avec 3,5 milliards, la dotation à France Compétences avec 1,7 milliard et la poursuite des pactes régionaux d'investissement dans les compétences financées pour moitié par des crédits budgétaires. Jamais autant de crédits pour l'insertion par l'aide économique, l'IAE, pour la formation professionnelle ou pour l'alternance n'avaient été débloqués. C'est bien évidemment une excellente nouvelle. Concernant les emplois aidés, un focus. Pour dire d'abord que le dispositif a donc été modifié en 2018, je m'en félicite. Souvenez-vous, en 2017, nous étions à presque un demi-million d'emplois aidés dans notre pays. Lorsque nous sommes arrivés d'ailleurs, pour la plupart, ils n'étaient pas financés et n'offraient, il faut le dire, aucune perspective réelle, ni de pérennité de leur emploi, ni d'évolution au sein de leur entreprise pour ces jeunes qui en étaient bénéficiaires. Aujourd'hui, en revanche, en 2023, donc s'ils ont été recentrés en 2018 autour de l'objectif premier d'insertion professionnelle, eh bien en 2023, ils sont augmentés, le ministre vient de le rappeler, et notamment pour la sphère publique où 80 000 contrats seront possibles, et notamment au sein et au bénéfice des collectivités territoriales, et là aussi je m'en félicite. Le PLF 2023 permettra le démarrage d'actions préfigurant que sera France Travail, ainsi que les expérimentations en faveur de l'insertion des allocataires du revenu de solidarité active. Concernant le programme 102, il vise 3 objectifs majeurs, toujours dans le souci de favoriser le retour à l'emploi. Le premier, favoriser l'accès et le retour à l'emploi. Le deuxième, améliorer l'efficacité du service rendu aux usagers par Pôle emploi. Et le troisième, mobiliser au mieux les outils d'insertion professionnelle en faveur de nos concitoyens. L'exercice 2023 sera marqué par la poursuite et l'amélioration des mesures pour l'emploi des jeunes, dans la continuité du plan Un jeune, une solution, qui a permis à 4 millions de jeunes de trouver soit un emploi, soit une formation, soit un parcours d'insertion, notamment dans le cadre du contrat d'engagement jeune. La mobilisation du réseau des missions locales continuera en 2023.
Toujours dans le programme 102, il convient de souligner aussi la politique menée en direction des personnes les plus éloignées du marché du travail. Le Fonds d'inclusion dans l'emploi, le FIE, regroupant les emplois aidés, le dispositif d'insertion par l'activité économique et les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, les GEC, se voient ainsi confortés. Concernant l'expérimentation territoriale, je souhaite rappeler ici, parce qu'il y a eu beaucoup de débats encore aujourd'hui, que le dispositif d'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, destiné à ceux qui sont le plus éloignés du travail, est bien prolongé et bénéficie bien d'une participation de l'État pour 2023 de 44,94 millions en autorisations d'engagement et crédits de paiement. Enfin, et toujours sur le programme 102, notons les mesures en faveur de l'emploi des personnes handicapées qui s'élèvent à 517 milliards en autorisations d'engagement et crédits de paiement. Concernant le programme 103, maintenant, accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi, il vise à soutenir les actifs et les entreprises dans leur phase de transition et leur montée en compétences. Les crédits de paiement s'élèvent à 12,6 milliards contre 6 milliards pour la loi de finances 2022. La principale hausse, vous le savez, concerne bien évidemment le soutien au développement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Enfin, il convient de souligner, c'est le programme 111, que la protection de la santé des salariés est renforcée avec la mise en œuvre de la réforme de la santé au travail, issue, comme vous le savez, de la loi que nous avons votée en 2021. Les questions de santé au travail demeurent donc à ce titre au cœur du PLF 2023 au regard de l'importance de ce sujet. La pandémie du Covid et ses conséquences nous en ont rappelé l'importance, si besoin, il en était. Merci à tous. Merci, Monsieur Le Gac. Pour le Rassemblement national, Monsieur Mathieu Marquiot. Merci. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, permettez-moi de m'interroger sur l'utilité de cette audition, Monsieur le Ministre. Votre gouvernement s'apprête à activer l'article 49.3 sur le PLF et à rejeter la majorité des amendements que nous, députés, avons votés pour ne retenir que ceux qui lui plaisent. Une nouvelle fois, c'est le signe d'un profond mépris de la Macronie à l'égard du Parlement et donc de la volonté du peuple. Et en participant à cette audition, aujourd'hui, je me pose la question, et je pense aussi avec l'ensemble de mes collègues, à quoi bon débattre vu que vous décidez de tout avec votre minorité parlementaire ? La question du travail et de l'emploi est pourtant fondamentale. Elle mériterait un peu plus d'humilité et d'écoute de votre part. Vous vous félicitez régulièrement des bons chiffres du chômage. Pourtant, à l'image des habitants du Nord qui m'ont élu, je doute qu'il y ait de quoi se vanter. Au-delà de vos chiffres, la réalité de nombreux territoires comme le mien, c'est un chômage endémique, lié à une désindustrialisation et à des délocalisations désastreuses imposées par votre idéologie ultralibérale et mondialiste. 9,4% de chômeurs dans les Hauts-de-France, Monsieur le Ministre. 9,4. 2 points de plus que la moyenne nationale. Et nous ne parlons que de demandeurs d'emploi de catégorie A. Pour cette France qui souffre, que faites-vous au juste ? Ce projet de loi de finances est une illustration du non-sens de votre politique. Nous le savons tous, la difficulté de retrouver un emploi est proportionnelle au temps passé au chômage. C'est particulièrement vrai dans mon département où le taux de demandeurs d'emploi de longue durée est élevé. Les services d'aide et à ces publics en grande difficulté devraient voir leurs moyens renforcés. Mais vous faites tout le contraire, puisque dans le programme 102, vous diminuez de 9,2% les autorisations d'engagement et crédits de paiement alloués à l'amélioration de l'efficacité du service de l'emploi. Quelle cohérence. Concernant France Travail, projet phare du président de la République, au-delà du marketing autour d'un nouvel outil, c'est le flou artistique qui règne. Le rapprochement entre Pôle emploi et Cap emploi favorise certes l'accompagnement des personnes handicapées et c'est à saluer, mais le cycle des concertations qui s'est ouvert depuis septembre laisse profondément dubitatifs les partenaires sociaux. Le secrétaire général de la CFTC, cité par le journal Le Monde, déclare d'ailleurs « On a l'impression qu'il navigue à vue ». C'est une habitude chez vous. En l'état, le risque est réel que France Travail ne soit qu'un gadget au mieux, un outil qui dégrade l'existence au pire. Vous mésestimez l'importance d'avoir des personnels bien formés, motivés et confiants dans leur propre avenir professionnel. Comment comptez-vous aider les publics les plus fragiles si vous précarisez déjà ceux qui leur viennent en aide ? Dans certaines agences de Pôle emploi, jusqu'à 50% des personnes accompagnant les demandeurs d'emploi seraient en CDD.
Ces personnes sont dotées d'outils informatiques qui visent moins à s'adapter aux réalités humaines des demandeurs d'emploi, mais plus à produire des statistiques et à faire rentrer les gens dans des catégories, dans des cases, dans des secteurs de recherche d'emploi définis par des algorithmes. Les chiffres avant la qualité des services, et dans ces conditions, les personnels du service public de l'emploi ont bien du mérite à accomplir avec dévouement leur mission. Nous espérons au moins que, pour la mise en place de cette nouvelle structure, vous aurez recours à l'intelligence et à la compétence des personnels de grande qualité qui y travailleront, et non à des cabinets de conseil. Les 5 dernières années, votre gouvernement a littéralement gavé ces cabinets qui interviennent à des prix exorbitants pour des prestations souvent hors sol. Quand on voit les dégâts que certaines de leurs propositions ont causés à l'hôpital public, par exemple, il y a de quoi craindre le pire, d'autant que ces cabinets sont déjà extrêmement bien implantés chez les opérateurs de l'emploi et qu'ils y font du chiffre. En tout état de cause, vous avez déjà exclu députés et sénateurs des travaux initiés depuis septembre 2022, alors que tous ici, quels que soient nos groupes politiques, nous connaissons intimement la réalité de nos territoires pour être confrontés à la misère économique et sociale chaque jour. Comme je le disais en début de mon propos, c'est le signe d'un profond mépris pour ce Parlement et je doute que l'audition de ce jour nous apporte hélas des réponses concrètes. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Stéphane Viry pour les Républicains. Merci. Merci Madame la Présidente. Je voudrais en tout premier lieu saluer le rapport pour avis de notre collègue Pierre Dharréville, notamment dans son analyse des crédits affichés dans cette mission. Son avis relève, me semble-t-il, des interrogations légitimes sur les moyens réels donnés à la politique de l'emploi et aux solutions de mise en situation professionnelle. Monsieur le ministre, je vous donne acte des éléments portés à notre connaissance et des nuances de compréhension à intégrer pour apprécier la réalité des données budgétaires. C'est important, la parole publique, quand elle cherche à être crédible aux yeux des relations que nous pouvons avoir avec nos concitoyens. Je souhaite que les administrations centrales en général aient également cette même exigence de célérité et de sincérité lorsque nous devons avoir des rapports avec eux. Ça me paraît important. Pour revenir sur le volume des crédits et sur les interrogations qui ont pu être proposées, je voudrais revenir assez rapidement sur les crédits dévolus aux politiques d'insertion par l'activité économique, dont j'ai la conviction que ça a été démontré au fil du temps, un des outils les plus pertinents pour remettre des hommes et des femmes en situation durable de travail. Il y a dans notre pays une dynamique sur ce secteur et donc des parcours d'insertion qui progressent. Je voudrais à cette occasion saluer les diligences et la réactivité de toutes les structures d'insertion par l'activité économique qui ont été au rendez-vous ces dernières années. Pour moi, leur action dans les temps à venir doit être sensible si nous voulons effectivement réussir collectivement à atteindre les 7% de demandeurs d'emploi qui restent durablement inscrits à Pôle emploi. C'est ça la cible, c'est ça l'objectif. Ça va être plus compliqué d'arriver à 5%. Et on sait très bien qu'il va falloir mettre de l'intelligence, de l'innovation, des moyens, des parcours, des accompagnements sociaux-pro, permettre de tester des solutions pour aller chercher celles et ceux qui ont des freins à l'emploi et qui sont actuellement les plus éloignés. Donc ça impliquera, me semble-t-il, un souffle. Et dans ce budget, je m'interroge sur la réalité de donner ce souffle par le gouvernement. Dans les moyens, il y a effectivement déjà les postes en insertion. Je m'interroge, Monsieur le Ministre, sur la réalité des postes ouverts compte tenu de l'inflation en 2023. Et je m'interroge et je me demande, pour tout dire les choses, s'il n'y a pas mécaniquement une baisse du nombre de postes ouverts concrètement en 2023, ce qui serait une très mauvaise chose pour les demandeurs d'emploi et surtout un très mauvais signal par rapport au secteur de l'insertion par l'activité économique. Il y a également, et vous l'avez dit d'ailleurs, vous en avez fait un élément dans votre intervention, un budget qui progresse sensiblement pour le hors-champ IAE par rapport au budget socle. Certes, ça nous permet effectivement d'innover, de tester, d'essayer d'autres solutions. Encore faut-il qu'on y comprenne l'essentiel. Qu'en est-il concrètement de ces actions ? Comment cela va-t-il s'orienter ? Il y a, me semble-t-il, un certain nombre d'interrogations qui peuvent exister. Je voudrais également, dans la même veine, porter des interrogations par rapport au crédit sur les personnes en situation de handicap. Je m'interroge pour savoir pourquoi il y a en réalité une baisse des équivalents temps plein au titre des crédits. Ça m'apparaît là aussi être un mauvais signal, en tout cas assez inquiétant. Et je m'interroge, et ce faisant, je vous pose la question du pilotage global de ce système, d'une évaluation qui me paraîtrait devoir être menée pour savoir où nous en sommes et que chacun puisse y comprendre
tout ce que nous devons y comprendre. Enfin, 2 derniers mots sur territoire zéro chômeur longue durée. Il y a, me semble-t-il, un consensus et une unanimité à chaque fois que l'Assemblée doit se saisir de ce sujet. On sait très bien qu'on va atteindre le seuil de 50 territoires très prochainement. L'idée, ce n'est pas de briser les ailes de celles et ceux qui veulent aller dans cette voie-là. Comment envisagez-vous la suite par rapport à ce qu'avait pu dire à l'époque celle qui est devenue désormais Première ministre? Il y a, me semble-t-il, un accord de principe, mais ça va parfois mieux en le disant et parfois mieux en légiférant. Enfin, dernière interrogation sur France Compétences, dont là, manifestement, pour tout dire, autant j'ai beaucoup d'interrogations et même d'inquiétudes, des crédits budgétaires qui ne cessent d'être votés, enfin, dont nous sommes invités à les voter pour équilibrer cette entité dont on peut effectivement être inquiet de son fonctionnement, de sa pertinence. On est obligé de mettre beaucoup au pot pour un résultat qui peut encore être discuté, avec, ce faisant, également des créations de postes en 2023. Donc voilà, sur France Compétences, des doutes sur ce qui a pu être mis en place et une volonté qu'on y voit beaucoup plus clair. Voilà les quelques interrogations que je pouvais faire sur les crédits tels qu'ils nous ont été présentés. Merci, Monsieur Viry. Monsieur Adrien Clouet pour la France Insoumise NUPES. Merci. Merci beaucoup, collègues ministres. Je remarque que le tour de parole a été un peu inversé. J'espère que ce n'est pas l'atmosphère 49.3 qui conduit déjà à repousser certaines prises de parole. Loin de moi ces idées. D'accord, mais c'est mieux de se le dire dans ce cas-là, ça m'évitera d'être taquin sur le sujet ultérieurement. Alors merci beaucoup pour l'occasion d'avoir la discussion sur cette mission qui me paraît requérir de poser plusieurs questions et de poser un débat important. La première, c'est celle de la nature politique du problème que nous sommes amenés à discuter. S'agit-il de traiter la question du chômage ou s'agit-il de traiter la question de la privation d'emploi ? Poser cette question, ça implique un choix très fort, à la fois économique et moral, puisque le chômage, on le sait, dans notre pays, cela concerne les personnes qui recherchent d'une manière jugée appropriée un emploi, qui sont disponibles dans l'immédiat et qui n'ont pas exercé une seule heure d'activité. Ça, c'est la question du chômage. Mais à cette question s'ajoute, et même, je pense, se superpose de manière plus importante, la question de la privation d'emploi, c'est-à-dire les personnes qui sont tenues éloignées de l'emploi, quelles que soient leurs conditions d'existence ou leur comportement. Et si on pose la question dans ces termes, on n'est plus en train d'interroger le destin de 2 millions de personnes qui seraient au chômage, on est en train d'interroger le destin de 8 millions de nos compatriotes qui sont tenus éloignés de l'emploi. Pour elles et pour eux, le 49.3 patronal, c'est tous les jours sur le marché du travail. D'autant plus que les hausses d'emploi qui ont pu être évoquées durant les interventions précédentes ou dans les textes présentés sont largement artificielles. 150 000 emplois liés à des micro-entreprises, 300 000 liés à des contrats d'apprentissage qui valent aujourd'hui des primes ou des subventions tout à fait exorbitantes qui reviennent parfois à avoir une année de travail en entreprise qui est complètement rémunérée par le contribuable. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui travaillent et qui payent les impôts servant intégralement, voire même plus, à payer leur propre salaire et leur propre employeur. Tout ça s'inscrit dans un moment, une dynamique où on assiste à une floraison de travail à caractère gratuit ou quasi gratuit lorsqu'il s'agit d'emplois ou d'activités qui sont rémunérées sous le niveau du SMIC. Je pense évidemment aux apprentis, aux alternants de moins de 16 ans, aux stagiaires, aux services civiques, aux assistantes maternelles, au travail carcéral ou aux employés en ESAT. Bref, nous avons aujourd'hui des millions de personnes dans ce pays qui exercent une activité interchangeable avec d'autres, qui sont occupés sur un poste de travail qui est commun à d'autres personnes, mais qui sont rémunérés en dessous de ce qui est jugé être le minimum légal de dignité, impliquant donc qu'il y a différentes formes de dignité sur le marché du travail dans notre pays. Et même le salariat de droit commun, même le garagiste, même la pâtissière, connaissent depuis le début de l'année une diminution des revenus de leur travail. Moins 3% de salaire réel cette année. Ça représente pour quelqu'un qui est payé 2 000 € par mois une perte de 60 € mensuels. C'est-à-dire que la personne qui travaille de la même manière du mois de janvier au mois de décembre démarre l'année à 2 000 €, finit l'année à 1940 au moment des fêtes de Noël, ce qui me semble constituer un cadeau quelque peu discutable, voire douteux. Cette crise des salaires, elle n'existe pas partout, évidemment.
Elle s'arrête dans le salariat jusqu'à 2 500 – 3 000 euros, puisque au niveau des très grandes entreprises, notamment au niveau du CAC 40, nous avons des informations récentes, extrêmement intéressantes. Je songe ici au rapport que nous a remis l'IRES la semaine dernière, indiquant que 160 milliards d'euros par an d'aide publique étaient versés aux plus grandes entreprises du pays. 160 milliards d'euros qui correspondent à un quart des salaires du secteur privé. Ce qui, autrement dit, signifie que tous les gens qui nous écoutent rendent à peu près 1 euro sur 4 à leur employeur pour travailler. Donc il y a aujourd'hui dans ce pays des problèmes majeurs en termes d'usage de l'argent public et des problèmes majeurs en termes de sous-rémunération du travail, lesquels ne constituent qu'un seul et même problème. Dès lors, à quoi sert ce budget travail et emploi? Il y a des hausses qui ont été mentionnées par le ministre, lesquelles sont presque exclusivement liées à l'apparition de milliards supplémentaires pour l'apprentissage et à côté des coupes qui m'apparaissent relativement sauvages dans tout ce qui est socialement utile. Je pense au programme 102, les moins 5% de dotation concernant les allocations chômage versées par l'État, qui ne correspondent pas exclusivement, contrairement à ce qui a été dit, à un retour à l'emploi, mais bien à une baisse des moyens alloués aux contrats aidés. De même, sur les contrats engagement jeunes, on y lit la cible de 400 000 jeunes. C'est ce qui pourrait sembler effectivement très enthousiasmant a priori. Sauf que cela regroupe les 200 000 de la garantie jeune en mission locale et les 240 000 de l'accompagnement intensif à Pôle emploi. Donc, cela représente une perte sèche de 40 000. Bref, on assiste bel et bien à une mise en cause de la notion de droit qui a été ouverte avec la réforme de l'assurance chômage. Et cela me permet, en conclusion, de revenir sur la réponse que m'ont apporté vos services aujourd'hui. Je les en remercie à une question écrite concernant les allongements exceptionnels de la période d'affiliation pour les chômeuses et les chômeurs. Vous avez répondu, vos services ont répondu, les allocataires qui s'estiment lésés sont invités à saisir le médiateur de Pôle emploi. Dois-je donc comprendre que vous faites des lois dont les conséquences doivent être contestées avec votre approbation devant une médiation? Merci d'avoir essayé de tenir le temps. Monsieur Nicolas Turquois pour les démocrates, Modem et indépendants. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. L'analyse des crédits de la mission Travail et Emploi revêt une importance toute particulière chaque année puisque celle-ci donne la tendance de la politique publique de soutien à l'emploi dans notre pays. Cette année, elle s'effectue dans un contexte globalement positif. En effet, notre pays connaît un recul du chômage continu ces dernières années. Le taux de chômage devrait, selon les prévisions de l'INSEE, s'établir à 7,4% à la fin de l'année, restant stable par rapport à 2021, malgré le net ralentissement de l'activité économique, pour les raisons que nous connaissons tous. Cela nous satisfait, mais nous engage surtout à poursuivre le travail engagé depuis 2017 pour parvenir au plein emploi, car nous restons convaincus que le travail est un levier d'insertion déterminant et primordial dans notre société. Nous nous réjouissons que pour l'année 2023, les crédits de cette mission soient en nette augmentation de près de 4,5 milliards, soit 28,47% d'augmentation en autorisation d'engagement, et de 6,2 milliards d'euros en crédit de paiement, soit 42,57%. Cette tendance haussière est indispensable pour mener à bien le déploiement des réformes entreprises qui visent à réduire les inégalités d'accès à l'emploi et à développer les compétences professionnelles de l'ensemble de nos concitoyens. Le programme 102 relatif à l'accès au retour à l'emploi connaît une légère baisse de l'ordre de 5% en raison notamment des prévisions de diminution du nombre de bénéficiaires des allocations de solidarité pour les personnes en fin de droit à l'assurance chômage. Cela est cohérent avec la trajectoire de baisse du nombre de demandeurs d'emploi. Dans le même programme, nous tenons à saluer la hausse des crédits au secteur de l'insertion par l'activité économique, par l'intermédiaire du Fonds d'inclusion dans l'emploi. Il s'agit d'un secteur dans lequel notre groupe s'est beaucoup investi lors de la dernière législature, par l'intermédiaire de notre ancienne collègue Michel de Vaucouleurs. Il faut saluer ici le travail mené par les acteurs que sont les associations intermédiaires, les entreprises et les ateliers d'insertion. Ils œuvrent au quotidien pour que chacun puisse s'insérer dans notre société et s'y épanouisse. Le programme 102 voit également la traduction budgétaire du contrat d'engagement jeune instauré dans la dernière loi de finances. Les quelques 800 millions d'euros prévus devront permettre aux missions locales et à Pôle emploi d'accompagner 300 000 jeunes pour l'année 2023, dont 200 000 nouveaux bénéficiaires. Ce dispositif, hérité du plan de relance, doit continuer sa montée en charge afin de permettre l'entrée pérenne sur le marché du travail des jeunes les plus en difficulté. Ce programme contient également les crédits destinés à l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, récemment prolongé et élargi. Ce dispositif monte ainsi en charge puisque ces crédits doublent par rapport à 2021. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous faire un point d'étape sur les procédures d'agrément dans les territoires et l'évaluation du rapport bénéfice-coût de ce dispositif?
En outre, l'augmentation substantielle des crédits du programme 103 est satisfaisante dans la mesure où cela va permettre de poursuivre la dynamique observée ces dernières années, notamment dans le déploiement du plan d'investissement dans les compétences. Si nous avons conscience que cette hausse est largement due au transfert des crédits liés à l'activité partielle qui figurait auparavant dans la mission plan de relance, nous souhaiterions interroger Monsieur le ministre sur plusieurs aspects de ce programme. D'abord, sur l'apprentissage. La dynamique créée par l'emploi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a été réelle et nous devons en être fiers. Toutefois, les nombreuses aides mises en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire n'ont pas vocation à être pérennisées. Ainsi, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer comment comptez-vous maintenir cette dynamique en revenant à un financement plus classique des contrats d'apprentissage? Quel dispositif de soutien pourrait être reconduit? Ensuite, sur la formation professionnelle, nous sommes tous au fait des difficultés de l'opérateur France Compétences qui a bénéficié de transferts de trésorerie exceptionnels en loi de finances rectificative. Pouvez-vous nous indiquer la situation actuelle de celui-ci? Quels ajustements sont envisagés pour le faire parvenir à l'équilibre budgétaire? Par ailleurs, la question de la gouvernance de France Compétences est toujours épineuse. Qu'en est-il? Enfin, nous avons posé très récemment les jalons d'une réforme de la VAE dans la loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. La traduction budgétaire de celle-ci ne semble pas encore être prévue dans la mission puisque l'enveloppe reste constante. Ainsi, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer quels moyens supplémentaires seront fournis pour réussir cette réforme ambitieuse et attendue? En conclusion, le groupe démocrate salue un budget en augmentation et adapté aux besoins du marché du travail et votera donc les crédits de la mission. Merci, Monsieur Turquois. Monsieur Delaporte, Arthur, pour le groupe socialiste et apparenté, NUPES. Allez-y. Merci, Madame. Attendez, je vais prendre un autre micro. Merci, Madame la Présidente. Notre collègue Pierre Dharréville nous invitait à profiter du moment présent. Carpe diem, quam minimum credula postero. Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain. Nous disait Horace, faudrait-il ajouter sans te soucier des minutes qui arrivent, puisque la Première ministre est en train, à l'instant où je vous parle, de pénétrer dans l'enceinte de cette Assemblée pour nous imposer le couperet du 49.3 qui mettra fin à la discussion budgétaire, du moins en partie. Donc, faut-il que je m'interrompe dès maintenant ou que j'essaie, au moins quelques secondes, de tenter une discussion sur la mission qui nous occupe? Alors, il semblerait que la Première ministre reste dans sa voiture pour l'instant. Je peux donc continuer mon propos. Une minute, mais il m'en reste 4. Ce ne sera pas forcément suffisant, mais je vous ai bien écouté, Monsieur le ministre. J'ai lu les documents budgétaires qui vantent... J'ai été de nouveau coupé. J'ai lu les documents budgétaires qui se vantent d'une augmentation de 28% des crédits en autorisation d'engagement et 42% en crédits de paiement, soit environ 6 milliards d'euros, 6,23. Or, l'essentiel, c'est évidemment l'augmentation du coût de l'apprentissage et derrière des baisses aussi substantielles. On évoquait tout à l'heure le programme 102, j'y reviendrai. Bref, ce budget qui finance la politique de l'emploi et de la formation est révélateur finalement des choix idéologiques, politiques qui sont les vôtres et qui se concrétisent par des régressions, notamment en droit du travail. Donc, la Première ministre étant sortie de sa voiture, allez-y, arrêtez vos commentaires, Monsieur Delaporte. On est là, on travaille. Non, on travaille, mais en même temps, il se passe quelque chose d'important dans notre Parlement, dans notre hémicycle, et je pense que notre place sera là où est la Première ministre au moment où elle parlera, et au moment où elle pénétrera dans l'hémicycle, je demanderai une suspension de séance. Merci. L'aide exceptionnelle à l'apprentissage a profité aux plus diplômés. C'est cela que je voulais dire. 51% des apprentis préparent un diplôme de niveau BTS ou supérieur, contre 38% en 2018. Pourquoi finançons-nous des formations au sein d'entreprises de communication, par exemple, éloignées de l'idée même de la logique de l'apprentissage, qui voulait être plus en faveur de ceux qui en avaient vraiment besoin?
c'est votre enveloppe, l'augmentation que vous faites pour l'apprentissage ne saurait compenser par ailleurs les baisses du budget depuis 2017 et la baisse ciblée de certaines actions, et notamment l'allocation de solidarité des demandeurs d'emploi avec une baisse de 21%, les contrats aidés 7%, ou encore la ridicule augmentation des crédits fléchés vers Pôle emploi de 0,9% qui ne couvre ni l'inflation ni la réforme de l'assurance chômage, qui est, on l'a dit ces dernières semaines, une usine à gaz qui pénalisera des agents de Pôle emploi qui sont déjà surmenés. Enfin, Monsieur le Ministre, au-delà de l'apprentissage, donc, vous baissez de 500 millions d'euros l'action concernant les demandeurs d'emploi en poursuivant votre politique d'austérité pour les plus précaires, alors même qu'il reste 5 millions de chômeurs dans notre pays. Cette baisse est inexplicable, ou alors elle est la conséquence de vos réformes qui, je le rappelle, devaient être pour le plein emploi, mais que constater aujourd'hui, c'est bien la nécessité pour les demandeurs d'emploi d'avoir un accompagnement pour leur réinsertion. Pour autant, quand on regarde le portefeuille des demandeurs d'emploi accompagnés par conseiller, on est à 53,6 demandeurs d'emploi par conseiller contre 46 en 2017 pour un accompagnement global et 406 demandeurs d'emploi contre 336 en 2017 pour un accompagnement suivi. Ça, c'est la réalité de Pôle emploi aujourd'hui, en dépit de votre discours rhétorique sur la question du Pôle emploi. J'accompagnerai mes remarques dans les 42 secondes qui me restent de l'évocation et des inquiétudes de mon collègue d'Aréville sur France Travail, sur l'inspection du travail notamment. Le rapporteur a alerté sur la qualité de l'emploi et notamment sur le plafond en équivalent temps plein. Un établissement comme Pôle emploi doit être exemplaire pour permettre à ses agents d'accompagner au mieux les privés d'emploi. Or, selon les syndicats, M. D'Aréville le soulignait, la proportion de personnel en CDD est passée de 5% en 2019 à 13% en 2021, avec des disparités locales très fortes. Ce n'est pas acceptable. En tout cas, Monsieur le Ministre, j'espère que vous ne l'acceptez pas, cette précarisation croissante du service public de l'emploi. Et je m'arrêterai ici, alors que nous aurions évidemment beaucoup d'autres sujets à aborder, comme le handicap. Merci, Monsieur Delaporte. Je donne la parole à Monsieur François Gernigon pour le groupe Horizon et Apparentés. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je vais être bref et synthétique. La mission Travail et Emploi du projet de loi pour 2023 traduit donc les ambitions du gouvernement en matière d'emploi, de formation professionnelle et de santé au travail. Pour 2023, elle traduit les ambitions du gouvernement. Alors que nous examinons pour la première fois au cours de la législature les crédits de la mission Travail et Emploi, je souhaite rappeler que ces crédits visent à poursuivre et améliorer les dispositifs déployés depuis 2017 et qui ont porté leurs fruits, à la fois avec un taux de chômage au plus bas depuis 2008, avec la réforme de l'apprentissage, la jeunesse est mieux armée dans ses premiers pas dans le monde du travail, à la fois au niveau de la formation et dans l'accès à l'emploi. Et avec le 4e plan santé au travail qui vise à prévenir les risques et accompagner les entreprises et leurs salariés. Au nom du groupe Horizon, je salue votre travail, Monsieur le Ministre, pour l'effort réalisé afin d'augmenter les crédits alloués qui atteignent près de 21 milliards d'euros, soit une augmentation de 43%. Cet effort montre votre volonté de pérenniser et améliorer des mesures ambitieuses. Nous nous interrogeons sur l'application concrète du programme dédié à la mutation de l'économie. Comment l'État, au-delà des moyens financiers, souhaite-t-il accompagner les entreprises, notamment vers la transition écologique et numérique ? Nous saluons la volonté de ne laisser personne de côté, permettant ainsi à ceux d'entre eux qui sont le plus éloignés du travail de retrouver un emploi et construire véritablement une société plus inclusive. Il est en effet impératif de maintenir des efforts ciblés pour le retour à l'activité des personnes les plus fragilisées sur le marché du travail, ainsi qu'en direction des territoires les plus en difficulté, en travaillant à la transformation du service public de l'emploi. Enfin, nous nous interrogeons quant au déploiement d'actions d'accompagnement des métiers en tension. En effet, dans mon territoire, des métiers souffrent d'un certain manque d'attractivité, alors que les offres d'emploi sont nombreuses. Je pense notamment au métier de l'accompagnement à la personne. Nous en avons déjà parlé, notamment avec Madame la Ministre. Vos ministères prennent leur part dans des travaux à venir. Je pense évidemment au CNR Bien Vieillir, qui devrait permettre d'apporter des solutions dans le cas concret des métiers de l'accompagnement. Cependant, d'ici là, quel plan le gouvernement envisage-t-il d'établir pour rendre ces professions plus attractives ? Ceux qui veulent peuvent sortir de la commission.
des mesures sont-elles prévues en ce sens dans les travaux que vous menez en amont de la réforme de la formation professionnelle pour la création de France Travail? Je vous remercie. Vous avez terminé? Excusez-moi, j'étais un peu... Non. Merci. Je donne la parole à Madame Sandrine Rousseau du groupe écologiste NUPES. Merci, Madame. Allez-y. Merci Madame la Présidente. Et vraiment, cet exercice est très étonnant de devoir parler sur quelque chose qui va être éliminé dans les minutes qui viennent. Bref, alors donc sur la mission Travail et Emploi de la deuxième partie du PLF, le groupe écologiste s'est d'abord réjoui de voir la tendance générale à l'augmentation des crédits alloués sur cette mission. Toutefois, en regardant avec précision ce budget, reconnaissons que pour l'essentiel, ces augmentations résultent 1. de la nécessité de financement des objectifs de la mission dans un contexte inflationniste fort, 2. surtout de la compensation de la disparition du programme de la mission Plan de relance dont les crédits de paiement s'élevaient en 2022 à 3,7 milliards d'euros. Derrière les aspects budgétaires, nous regrettons les baisses importantes portées sur le programme d'accès et de retour à l'emploi qui perd plus de 377 millions d'euros par rapport à 2022. Nous ne comprenons pas le sens de la baisse irresponsable des financements à destination des allocations de solidarité pour les personnes en fin de droit à l'assurance chômage, alors même que les 2 dernières réformes de l'assurance chômage auront pour effet des fins de droit plus précoces. De même, le budget alloué à ce programme ne permet pas d'enrayer la baisse du plafond d'emploi de Pôle emploi, et cela alors même que les conditions de travail y sont largement dégradées, que les CDD s'y multiplient, faisant ainsi porter par les personnels précaires la politique d'emploi d'autres personnes encore plus précaires. Nous regrettons également l'absence cette année de fléchage de crédits sur la lutte contre le travail illégal, assurée par une inspection du travail en crise, faute d'effectifs et de moyens suffisants. De manière plus générale, ce budget marque la poursuite d'un investissement massif pour des exonérations, sans aucune condition sociale et environnementale forte, des dispositifs sous-dimensionnés qui font pourtant leurs preuves sur le terrain. Aucune ambition par ailleurs sur la transformation et l'accompagnement de secteurs appelés à se transformer en raison de la crise climatique. Et enfin, un abandon des jeunes qui sont de plus en plus en difficulté. Un exemple, la baisse du financement des contrats aidés qui concerneront 110 000 personnes contre 145 000 en 2022 et 450 000 en 2016. Et cela au détriment des jeunes qui pourraient ainsi entrer dans l'emploi au prix d'une nouvelle fragilisation du tissu associatif qui bénéficie de marges de manœuvre budgétaires de plus en plus limitées en raison notamment de la crise financière de certaines collectivités territoriales. Ou encore l'accompagnement des jeunes en difficulté qui pourra concerner au maximum 300 000 bénéficiaires, trop faible en regard des 1 500 000 jeunes âgés de 15 à 29 ans qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Dans un contexte où les réformes chômage ou RSA à venir précariseront plutôt que d'améliorer le niveau de l'emploi en France, les écologistes appellent le gouvernement à mettre en place les propositions maintes fois répétées dans nos débats en séance, l'abaissement du revenu du temps de travail, la formation, la transformation écologique de notre économie, l'investissement dans les services publics qui souffrent aujourd'hui de difficultés d'embauche faute d'attractivité. Nous proposerons par voie d'amendement plusieurs pistes comme la création d'un véritable service public de l'enfance, le soutien à la formation professionnelle, le renforcement des financements à destination des territoires zéro chômeur. Bref, une ambition pour la question du travail. Oui, excusez-moi. Monsieur Yannick Monet pour le groupe Gauche démocrate et républicaine NUPES. Merci. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Juste une remarque avant de poser 3 questions précises au ministre. Je suis très surpris de la grande satisfaction dont font preuve les élus de la majorité sur les questions d'emploi. Parce que quand on sort des murs de l'Assemblée nationale, on a un tout autre discours de la part des populations que l'on rencontre dans nos permanences, et j'imagine que vous aussi c'est le cas. Et je pense que l'autosatisfaction appuyée dont vous faites preuve cache en fait une vraie fébrilité face aux sans-emploi, que vous arrivez certes à cacher dans les chiffres, mais qui ne se cache pas dans la vraie vie. Monsieur le ministre, l'article, deuxième remarque, les 5%, c'est un objectif, c'est un leurre, c'est pas compliqué d'arriver à 5%. Il suffit de restreindre les inscriptions et de décourager les gens, comme vous l'avez fait avec la réforme de l'assurance chômage, décourager les gens à s'inscrire, et effectivement, on arrivera très vite à 5%.
L'article 47 du projet de loi de finances proroge d'une année 2 expérimentations créées par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le dispositif baptisé CDD Emploi et le dispositif de l'entreprise adaptée de travail temporaire qui vise à favoriser l'émergence de structures de travail temporaire tournées vers les travailleurs handicapés. Le gouvernement demande la prorogation de ces 2 dispositifs au motif de la crise sanitaire et économique, a eu pour effet de neutraliser une année d'expérimentation en raison de la baisse de l'activité économique. Du rapport d'évaluation de la loi Avenir professionnel, il ressortait qu'il était encore tôt pour faire le bilan de ces dispositifs en raison du manque de recul dans le temps. La DGEFP a toutefois indiqué au rapporteur que le nombre de CDD tremplin conclus n'était pas à la hauteur des ambitions initiales. Alors j'ai 3 questions. Le nombre de structures habilitées à mettre en œuvre ces dispositifs et le nombre de bénéficiaires correspond-il à présent aux attentes du gouvernement? Les résultats produits par les 2 dispositifs ont-ils fait l'objet d'une évaluation? Dispose-t-on déjà d'informations sur le parcours professionnel des bénéficiaires une fois sortis de ces dispositifs? Et je m'excuse par avance, mais je ne pourrai pas écouter votre réponse puisque je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'hémicycle. Je vous remercie. Mais vous êtes tout à fait excusé, monsieur. Je vais donner maintenant la parole au rapporteur spécial de la Commission des finances pour 2 minutes, monsieur Dominique Da Silva. Merci. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, avec une progression de près de 30% des autorisations d'engagement et de plus de 40% des crédits de paiement, le cap de la mission est affirmé. Il s'agit bien donc de viser le plein emploi. Il serait trop long de faire ici l'inventaire exhaustif des outils mobilisés au service de cet objectif, mais il est bon quand même de rappeler et de souligner particulièrement la poursuite des efforts exceptionnels engagés en faveur des compétences, et ce depuis la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. En cohérence avec le programme présidentiel et l'objectif d'1 million d'apprentis par an d'ici à 2027, le gouvernement continue une action volontariste en accompagnant la dynamique de l'apprentissage avec une trésorerie de France Compétences soutenue à hauteur de 1,7 milliard d'euros. De nombreux programmes et actions lancés dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences se poursuivent également, dotés de 1,6 milliard d'euros pour l'année 2023. Avec, par exemple, le FNE Formation dédié à la formation des demandeurs d'emploi, un dispositif pas très connu, mais qui bénéficie cependant de 300 millions d'euros supplémentaires en autorisation d'engagement et de 95 millions supplémentaires en crédit de paiement dès cette année en 2023. Aussi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous en dire plus sur cet outil particulier et les résultats obtenus? Je vous remercie. Merci, Monsieur Da Silva. Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les rapporteurs, je vais être bref à mon tour et en ayant bien conscience que le moment est particulier, même si le gouvernement a engagé sa responsabilité sur la première partie du projet de loi de finances et que cela n'obère pas, comme contrairement à ce que j'ai pu entendre, la discussion sur la seconde. Je voudrais simplement apporter quelques éléments de réponse à Monsieur le rapporteur pour dire, mais ça fait écho à plusieurs interventions, y compris de celles et ceux qui nous ont quittés. J'assume totalement la différence de périmètre. Nous sommes avec un budget qui dépasse les 20 milliards d'euros, avec un effet de périmètre que j'ai dit au tout début de mon propos liminaire sur des dispositifs du plan de relance autour du FNE, autour des primes d'apprentissage qui étaient financés sur le plan de relance et que nous réintégrons. Je pense que nous pouvons nous féliciter pour ceux qui sont attachés à ces dispositifs, que ce soit intégré alors que la logique du plan de relance était plutôt de se terminer à la fin de l'année 2022. Je pense que nous finançons effectivement des dynamiques autour de la compensation des exonérations. Nous n'ajoutons pas d'exonération, vous l'avez noté, monsieur le rapporteur. C'est une dynamique d'exonération, de compensation d'exonération qui est liée à la dynamique de l'emploi, ce qui est la traduction d'une bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Et il est logique, normal que l'État, en tout cas par le budget de l'État, nous financions la compensation auprès des organismes de sécurité sociale. Il y a un point qui m'a surpris, mais pas dans votre intervention, parce que vous l'avez dit sous forme d'interrogation plus que sous forme de dénonciation, c'est qu'on puisse s'interroger sur l'évolution du P102. Le P102 présente des dispositions à la hausse autour de l'insertion par l'activité économique, je vais y revenir, et différents dispositifs. Et globalement, une légère inflexion à la baisse du fait de la diminution des crédits consacrés aux allocations spécifiques de solidarité, aux allocations de solidarité, mais la SS fait 95% de cette action-là. C'est la traduction véritablement mathématique du fait que 146 000 demandeurs d'emploi de très longue durée aient retrouvé de l'activité. Et donc, c'est la traduction d'une bonne nouvelle
souhaiter l'augmentation de ce dit budget, j'ai cru le comprendre dans certaines interventions, ça signifie mécaniquement souhaiter l'augmentation du nombre de bénéficiaires de l'ASS. Je pense que personne ne souhaite qu'on augmente le nombre de bénéficiaires de l'ASS et qu'on se félicite plutôt quand des bénéficiaires de l'ASS retrouvent le chemin de l'emploi et sortent ainsi du dispositif. Donc c'est vraiment cette traduction-là que nous avons fait au travers du P102. Sur les activités de conseil, vous dire que le ministère du Travail n'aura recours à aucun cabinet de conseil serait mentir. J'appliquerai strictement la circulaire qui encadre le recours au cabinet de conseil. Nous créons des postes au sein de la DGEFP en particulier pour internaliser des fonctions qui jusqu'à présent, des actions qui étaient jusqu'à présent externalisées à des cabinets de conseil. Et pour l'essentiel, les conseils restants restent en particulier des conseils en matière d'informatique, de systèmes d'information, dont nous ne pourrons pas nécessairement nous passer. Donc il faut faire preuve de mesure dans le recours au cabinet de conseil, respecter la circulaire, respecter les objectifs de baisse en pourcentage du recours tel que le gouvernement s'y est engagé, et c'est ce à quoi nous nous employons par ces moyens humains que nous intégrons. De la même manière, vous m'avez interrogé sur la question de la communication. Cela représente malgré finalement 10 millions sur 20 milliards. Donc ça reste quand même assez mesuré dans le poids des dépenses du ministère, et nous voulons accompagner des campagnes de communication autour de la mise en place de France Travail et autour de la mise en place d'un certain nombre de réformes qui nécessitent des explications et qui nécessitent aussi d'avoir recours à cette communication. J'en viens sur les questions relatives à l'insertion par l'activité économique, en souhaitant vous rassurer. Les crédits que nous prévoyons sont des crédits en augmentation, et j'invite à la fois à la comparaison par rapport à la loi de finances initiale 2022, mais plus encore par rapport à la réalisation de 2022. Parce que la réalité est que sur les 3 dernières années, et le Covid n'y est pas pour rien, les objectifs n'ont pas été atteints en termes de nombre de places et donc de nombre de personnes concernées. Et donc nous sommes sur une augmentation qui correspond à 7000 places de plus par rapport au réalisé 2022, et en tenant compte de l'inflation. Et donc il y aura plus de places financées en matière d'insertion. Là où nous avons encore des discussions, et au-delà de la maquette qui vous est présentée, c'est sur la répartition entre les différentes structures. Pour les entreprises adaptées, nous sommes sur une stabilité du nombre de places, avec des crédits qui augmentent pour accompagner un certain nombre d'évolutions et tenir compte là aussi des effets d'inflation. Sur la question relative à France Travail, la forme juridique n'est pas arrêtée, mais j'ai eu l'occasion de le dire le 13 septembre, c'est avant tout de la coordination, c'est la volonté d'un diagnostic et d'une orientation partagée, en aucun cas la fusion des acteurs de l'emploi que nous connaissons aujourd'hui. Ça n'est pas la fusion de Pôle emploi et des missions locales, comme j'ai parfois pu l'entendre. Ça n'est pas non plus la fusion d'organismes entre eux, sauf à ce qu'ils le souhaitent ou ce qu'ils le demandent. Mais en tout cas, ça n'est pas l'orientation que nous avons retenue. Sur les questions relatives à territoire zéro chômeur de longue durée, nous avons une trajectoire qui permet de tenir les engagements qui sont pris. Et entre le budget 2022 et le budget 2023, nous passons de 36 à 45 millions d'euros. Nous sommes dans cette enveloppe, si je puis dire, de 60 territoires autorisés, 10 depuis l'expérimentation de 2016, 50 de plus depuis 2020. Et il y a un certain nombre de discussions aujourd'hui qui portent à la fois sur ce que nous devons faire lorsque nous atteindrons les 60. Nous avons la possibilité de déroger par un décret en Conseil d'État, mais il y a aussi des questions qui portent sur l'évaluation. Et nous devons mettre en place cette évaluation telle que c'est prévu par la loi qui fixe l'expérimentation pour en tirer le meilleur parti et ainsi confronter l'ensemble des points de vue au sujet de cette évaluation. Sur les questions relatives au contrat engagement jeune, nous sommes sur 300 000 et ça marquera un progrès puisque les 300 000 de l'année 2022 sont 300 000 qui intègrent aussi les garanties jeunes qui ont été réalisées. Sur France Compétences, nous avons effectivement une difficulté. L'État intervient directement en loi de finances initiale à hauteur de 2 milliards d'euros. C'est la première fois. Habituellement, nous avons traité cela uniquement en PLFR. Et donc, nous aurons l'occasion, certainement au cours de l'année, de revoir en fonction du niveau des primes d'apprentissage, en fonction de l'évolution du niveau de prise en charge des coûts, ce que nous pouvons faire. Et j'ajoute à cela le travail que nous faisons autour du compte personnel de formation. Je termine, sans avoir été exhaustif, sur 2 aspects en particulier qui ont été évoqués par beaucoup d'entre vous. Je pense à Pôle emploi Pôle emploi et à l'inspection du travail. Avant d'en venir à ces 2 points, je veux simplement dire que en matière de mutation économique, d'accompagnement des transitions, les outils dont nous disposons sont à la fois les crédits de France 2030, je pense tout particulièrement à l'appel à manifestation d'intérêt sur les compétences et les métiers d'avenir, qui nous permettra d'apporter des crédits extra-budgétaires et donc des réponses à ces questions-là. Je pense aussi à ce que nous faisons en matière de transition collective et de FNE formation, puisque là aussi l'objectif est clairement de former à la fois du reclassement pour des salariés d'entreprises en difficulté,
mais aussi de la montée en compétences ou de l'évolution de compétences pour des salariés d'entreprise dont les process technologiques évoluent. J'étais hier, comme certains d'entre vous peut-être, avec les professionnels de l'automobile, et le groupe Renault, par exemple, évalue à presque 20 000 personnes parmi ses salariés, ceux qui doivent être formés à de nouvelles technologies, à de l'hybride, à de l'hydrogène, alors qu'ils ont été formés à des moteurs thermiques. Les deux points par lesquels je veux terminer concernent donc Pôle emploi et la situation de l'inspection du travail. Pour vous dire que, pour ce qui concerne Pôle emploi, entre les crédits exécutés en 2017 et 2018 qui s'élevaient hors pactes régionaux d'investissement dans les compétences à 5,260 milliards en moyenne sur 2017 et 2018, nous serons en 2023 à 6,480 milliards. Donc c'est une augmentation qui est nette d'1,2 milliard, un peu plus d'1,2 milliard, hors crédits consacrés au plan d'investissement dans les compétences pour leur volet régional. Pour ce qui concerne les moyens humains dont dispose Pôle emploi, nous passons pour les emplois permanents de 46 742 en 2017 à 48 847 en 2022, soit une augmentation de 2100. Et vient s'ajouter à cela des emplois en CDD ou en contrat d'apprentissage qui s'élevaient à 3 176 en 2017 et qui s'élèvent à 3 990 en 2022. Lorsqu'on additionne le tout, nous passons de 49 918 à 52 837 équivalents temps plein pour Pôle emploi. Et je précise que nous sommes en 2023 comme en 2022 sur environ 4%, un peu moins de 4%, pardonnez-moi, un peu moins de 5% de CDD dans la masse globale des emplois de Pôle emploi. Donc nous veillons à cela et nous avons fait en sorte que les emplois créés notamment à l'occasion de la crise soient dans leur immense majorité maintenus de manière à accompagner à la fois la mise en œuvre du plan de réduction des tensions et l'amélioration de l'accompagnement et son intensification. Enfin, pour ce qui concerne l'inspection du travail, dire à monsieur le rapporteur que vous avez raison sur un certain nombre de points et sur les difficultés qui sont rencontrées. Ça n'est malheureusement pas 15% de vacances que nous constatons, c'est même 16%. Et cela renvoie à des difficultés qui sont des difficultés structurelles et importantes. Difficultés liées à l'attractivité des métiers. Nous essayons d'y répondre. Il y a eu un certain nombre de revalorisations de grilles. J'ai inscrit effectivement 2,5 millions d'euros qui viennent s'ajouter à des crédits pris en gestion sur 2022 pour revaloriser l'IFSE de l'inspection du travail. Nous maintenons le dispositif de nomination d'inspecteurs par détachement pour permettre aussi d'avoir de nouveaux canaux de recrutement. Nous maintenons les possibilités, hors fonction d'inspection bien sûr, de recrutement de contractuels pour apporter un apport administratif au service de l'inspection du travail. Et nous avons augmenté de manière très sensible les promotions, puisque nous avons créé 200 postes, nous allons ouvrir 200 postes d'inspecteurs du travail en plus dans les différents concours et les différents modes de recrutement. Nous devons aussi travailler sur la clarification de l'organisation. Il y a en réalité deux mouvements qui se sont rencontrés. Le premier mouvement qui concerne Inspection Forte de 2015, avec notamment la création, le confortement des responsables d'unité, qui peinent à trouver leur place, il faut dire les choses comme elles sont, et en même temps que l'organisation territoriale de l'État, avec des secrétariats généraux communs, qui, eux, sont sur une logique très horizontale. Il faut qu'on veille à la fois à la ligne hiérarchique du SIT, qui est particulière, régie par la convention de l'OIT, et à ce fonctionnement horizontal. Et donc, il y a un certain nombre d'irritants très techniques sur des EPI, sur des voitures de fonction, etc. Irritants d'ailleurs qui rendent difficile le fait de répondre à votre question sur les moyens, puisque les moyens supports ne sont pas dans le programme de l'inspection, mais sur des programmes des secrétariats généraux interministériels. Donc nous devons répondre à cela, et ça fait partie des discussions que j'aurai notamment demain en comité technique ministériel, y compris sur la répartition de l'enveloppe liée à l'IFSE. Nous avons effectivement un rapport de l'IGAS sur le rôle des responsables d'unité de contrôle, et sera très prochainement organisé, je n'ai pas la date exacte, une réunion de restitution de ce rapport auprès des représentants syndicaux de l'inspection du travail et plus largement du ministère du Travail pour qu'on puisse partager un maximum de choses à ce sujet-là. Je passe sur les questions qui sont relatives au système d'information et aux difficultés d'interconnexion, autant de témoignages dont je sais que vous avez eu connaissance dans les auditions que vous avez menées. Il y a un seul point que je veux noter pour dire que sur le programme 155, les crédits d'intervention de l'inspection seront en augmentation de 18%, indépendamment des questions matérielles que j'ai évoquées. C'est aussi là notre volonté, avec l'espoir que la vacance puisse se résorber. Et s'il faut que nous adaptions l'organisation, nous le ferons, pour faire en sorte que cette inspection puisse retrouver sa pleine efficience et sa pleine efficacité au service du contrôle, mais aussi du conseil en matière de droit du travail. Voilà, Madame la Présidente, ce que je pouvais dire en réponse aux différentes interventions.